Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Chaque semaine, Tatou Senti est le podcast qui explore la créativité et l'audace au cœur du monde des parfums et des saveurs pour vous aider à penser et à sentir autrement. C'est une invitation à partir à la rencontre des multiples acteurs comme un parfumeur, un cueilleur d'essence, un chef d'entreprise, un chocolatier, autant de gens inspirants avec qui je partage leur expérience au cours d'une conversation complice. Je vous invite à sonder la créativité qui n'est autre, comme me le disait Einstein, l'intelligence qui s'amuse. C'est aussi inventer, expérimenter, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser en gardant son âme d'enfant. Tout un voyage au travers de l'art de sentir et l'art de goûter. Allez à la rencontre des gens inspirants qui ont su écouter leur créativité ou avoir de l'audace, vous inciteront à penser autrement. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatousenti.com. Des parfums d'hôtel avec Arthur Dupuis. Aujourd'hui, je chemine avec Anne Kérard, la fondatrice des bougies parfumées Ozo Paris. D'une bougie décorative, la bougie Ozo devient un soin pour la maison. Avant d'embarquer avec Anne et de découvrir sa vision innovante des soins pour la maison, je vous propose son portrait chinois. Si elle était une devise, je dirais harmonie et partage. Si elle était une passion, je dirais innovation et création. Si elle était une qualité, je dirais à l'écoute et ouverte sur le monde. Si elle était une chef d'entreprise, je dirais une locomotive et une femme d'action. Au final, Anne aime faire bouger les lignes. En quelques mots, elle est passée du soin du corps au soin de la maison. Imprégnée de la culture amérindienne, Anne entend apporter des solutions pour mieux se ressourcer et être en harmonie dans sa maison. Bonjour Anne. Bonjour Bettina. Vous venez de lancer Ozo Paris, qui est votre marque de bougies parfumées, mais qui n'est pas tout à fait comme les autres. En quoi sont-elles différentes ? Voilà, dites-nous en quelques mots leur positionnement et leur histoire. Alors les bougies Ozo, enfin la gamme olfactive fonctionnelle Ozo, parce qu'il ne va y avoir que des bougies, il y aura d'autres produits bientôt. Elles ont en fin de compte la particularité de réunir le parfum, une très belle senteur olfactive, mais également une fonction pour être en meilleure harmonie chez soi. Donc les trois premières fonctions sont des fonctions de purification, d'harmonisation et de protection. Juste avant Noël, en fait, on va pouvoir retrouver ces bougies dans une vente avec l'association lespot.net. Donc, racontez-nous d'abord comment s'est fait cette rencontre avec cette association et quand est-ce que ça se passe ? Alors, la rencontre d'association, elle se fait il y a très très longtemps. Moi, je suis membre moi-même du Spot depuis de nombreuses années. C'est au départ une association de femmes qui se réunissaient quand elles arrivaient de pays différents pour pouvoir faire connaissance et découvrir voilà, des lieux de Paris et créer des liens. Et puis, elle a grandi. Donc, maintenant, voilà, on est presque 2000 membres de femmes au sein du Spot, toujours avec une vision très internationale. D'accord. Et comme le Spot a également vocation à être une association caritative, ils organisent des ventes 2 fois par an. Une plutôt vers le mois de mai-juin et une autre pour l'avant-Noël, qui ont lieu toujours fin novembre, début décembre. Donc, cette année, en 2021, ça sera les 3, 4, 5 décembre, dans un hôtel particulier qui s'appelle au 73 rue du Faubourg Saint-Honoré, juste en face de Bristol. D'accord. Et j'aurai la joie voilà, de présenter les bougies Ozo, puisque normalement, elles sont disponibles uniquement sur mon site ozoparis.com. Et là, elles seront voilà, présentes pendant ces 3 jours au niveau de la vente. Maintenant, juste avant de plonger dans votre parcours, pour mieux apprendre à vous connaître, il y a les 2 questions incontournables sur Tatou Senti à Personne n'échappe, qui sont quel est votre souvenir olfactif ou vos souvenirs olfactifs les plus forts ? Alors moi, j'en ai plusieurs. Je ne peux pas en réduire un seul parce que souvent, quand on parle de souvenir olfactif, on parle sur un souvenir olfactif agréable. Et moi, quand on pose cette question, en fin de compte, j'ai quelque chose qui m'arrive tout de suite, qui n'était pas forcément
agréable, mais qui m'a vraiment marqué Oui. pour plusieurs raisons. Donc, je vais commencer par ce souvenir-là. C'était en fin de compte un D'accord. voyage avec mes parents, je devais avoir une quinzaine d'années, en Afrique, et on visitait un marché, Mhm. et on a eu une odeur assez insoutenable de mélange d'épices et de poissons. Et c'est vrai que c'est Mhm. une des seules fois de ma vie où j'ai dû réellement faire un effort pour ne pas respirer une odeur. Voilà, je voulais absolument pas montrer Oui. quoi que ce soit en termes de dégoût, puisque eux, voilà, ça fait partie de leur odeur du quotidien et de leur Oui. repère aussi. Mais c'est vrai que c'est un souvenir fort au niveau Mhm. d'une olfaction, voilà, qui était pas forcément agréable, mais et inédite pour moi en tout cas. Donc ça, c'est un souvenir fort. Et j'en ai plein d'autres souvenirs. Oui. Euh, mais l'autre souvenir quand même qui m'a marqué, c'est puisque j'ai commencé ma carrière en agroalimentaire Mhm. dans le groupe Mars. Moi, j'étais sur la partie confiserie de chocolat. Oui. Et la première fois que j'ai rejoint le siège social, on m'a fait visiter l'usine qui fabriquait donc du M&M's cacahuètes et du Mars chocolat bar. D'accord. Et cette odeur de chocolat chaud mélangé à la cacahuète, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, de très fort. On le sent depuis le parking de l'usine. Oui. Et donc voilà, donc Donc elle sort presque de l'usine. il sort carrément de l'usine, oui, oui, complètement. D- Donc voilà, donc ça, c'est mes deux souvenirs, je dirais, en termes de puissance émotionnelle Mhm. forte. Et puis après, j'en ai plein d'autres, bien sûr, dans ma carrière cosmétique au niveau plus traditionnel du parfum Mhm. et de produits parfumés. Mais voilà. Alors maintenant, place à la note découverte. Donc effectivement, quand on observe votre parcours, on voit qu'il est marqué par innover et créer de nouveaux produits qui sont quelque part un peu vos deux moteurs. Donc en fait, qu'est-ce que vous y puisez et est-ce que vous pouvez nous les illustrer par des exemples? Oui, alors, c'est vrai que c'est une vraie passion pour moi je sais pas si on peut dire innover, parce que par rapport à un ingénieur, je trouve que c'est très présomptueux, mais en tout cas de créer de nouveaux produits ou de répondre à de nouveaux besoins. Il y a il y a une vraie ambition de partage. Et je dirais que la démarche, elle est très artistique, je Oui. pense, en y réfléchissant. Je pense que Mhm. c'est une sorte Oui. d'exitoire comme peut avoir un peintre quand il commence un tableau ou un artiste quand il commence à écrire une mélodie. J'ai vraiment besoin de créer, je suis en perpétuelle créativité. J'ai des Mhm. idées toutes les 30 secondes. Et donc je dirais que voilà, pour moi, c'est vraiment nécessaire de me pencher sur un sujet et de trouver le produit ou les produits ou la façon de pouvoir faire différemment, faire mieux, Mhm. partager, Oui. fédérer. C'est Mhm. tout ce mélange-là. D'accord. Et alors, quels seraient les exemples dans votre carrière dont vous pourriez nous parler? Alors, il y en a plusieurs. Il y a ma période, donc, quand je vous ai déjà parlé, agroalimentaire, avec la participation de la création d'un dessert glacé en co-branding avec McDonald's et Mars, Oui. qui existe toujours, qui s'appelle le McFlurry, qui a été une très, très, très belle aventure entrepreneuriale, même au sein d'une entreprise. Oui. Il y a toute la partie. Et alors, en quoi était-il innovant? Il était innovant parce que pour la première fois, on a mixé, broyé de la confiserie de chocolat qui n'était pas du tout destinée à cela au départ, pour D'accord. répondre à un appel d'offres de McDonald's. Donc c'est là où toute la démarche est belle, c'est-à-dire que, en fin de compte, on peut sortir des lignes, Oui. voilà, en respectant beaucoup de choses pour créer quelque chose de vertueux et quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée. Ça a fait, depuis ces années-là, hein, ça va faire plus de 15 ans, un vrai dessert, une vraie offre glacée supplémentaire pour McDonald's. Mhm. Donc c'était une très belle. Oui, parce qu'en quelque sorte, le produit devenait un toppings, c'est ça? Exactement. Le produit devient un topping sur une glace. Mhm. D'accord. Et alors, Et y en aurait-il un autre? puis après, oui, Peut-être plus en termes de cosmétiques ou packaging? Est-ce qu'il y a quelque chose? oui, après, pour varier un peu, voilà, je vais partir sur la partie cosmétique. Il y a eu bah, toute la création. J'ai eu deux très belles vraiment créations innovatrices. Ça a été, je pense qu'on en reparlera, ça c'était la création de la ligne Matisse Pas chez Matisse, Oui. qui était Mhm. vraiment une ligne totalement innovante dans ses produits, dans sa démarche, dans son approche au niveau du consommateur. Et puis également toute la vision que j'ai eue il y a quelques années, maintenant il y a plus de 7 ans,
sur ce qu'on appelle maintenant la nutri-cosmétique. Mhm. C'est-à-dire que la beauté à ingérer, la beauté à boire, la beauté à avaler, enfin, il y a plein de termes qui la définissent. C'est vrai que voilà, j'ai eu cette approche il y a bien longtemps sur le fait que Mhm. voilà, pour se sentir bien, pour être plus beau, enfin, la beauté était tellement quelque chose de indéfinissable, je peux même pas dire ça, mais en tout cas pour faire en sorte qu'on se sente avec une peau plus éclatante, plus lissée, plus repulpée. Ouais. Il y a des produits, bien entendu, qui sont sous forme de crème, de sérum, etc. Mais il faut principalement prendre soin aussi de ce que l'on mange Ouais. et prendre aussi des produits complémentaires qui agissent à ces niveaux-là de l'éclat et de la fermeté de la peau. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a estimé que la beauté, elle était extérieure, Ouais, alors qu'en fait, elle vient de l'intérieur et que exactement si ça. on s'occupe d'abord de l'intérieur, elle va ressurgir. Ça ressurgit à l'extérieur, bien entendu. Hum, Et, hum. euh, et donc, voilà la création d'un produit qui était encore d'ailleurs sous le label Matisse, qui s'appelait Matisse Skin. Voilà. D'accord. Ok. Alors, effectivement, vous avez aussi travaillé donc autant dans la cosmétique que dans le packaging. Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous aimez dans ces deux univers? Alors, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc Mhm. forcément, dans ce domaine-là, on a un souci de l'esthétisme, Oui. un, un souci du détail. Moi, je suis quelqu'un qui est très soucieuse du détail, de l'harmonie. On va parler beaucoup d'harmonie, je pense, pendant ce podcast, mais c'est quelque chose vraiment qui m'est vraiment, Qui vous euh, tient à cœur. ouais, qui me tient vraiment à cœur, que les choses soient harmonieuses. Et c'est vrai que c'est un univers. Alors maintenant, tous les marchés essayent de reprendre ces codes, Oui. mais ça a été quand même des marchés très précurseurs. Le marché de la cosmétique et du pack et du luxe en général, Mhm. pour voilà avoir un produit qui soit un bon produit, un beau produit et un produit également qui attire. Voilà, il y a tous les codes pour Mhm. pouvoir répondre à des besoins aussi bien matériel, mais surtout émotionnel. Et moi, comme je travaille Mhm. beaucoup voilà, dans l'émotion depuis bien longtemps, je trouve que c'est sur ces Oui. marchés-là où on avait le plus de liberté pour s'exprimer au niveau Ouais. de ces critères d'émotion. Et on pouvait vraiment, voilà, avec la couleur, la matière, le papier, Mhm. avec la typographie, on pouvait vraiment jouer et rendre quelque chose de très désirable et qui crée vraiment des émotions et du plaisir au niveau du consommateur. Et alors, vous savez pourquoi vous avez cette envie ou ce besoin qui est de l'harmonie? Est-ce que vous arrivez à l'analyser? Je sais pas, je pense que c'est ce qu'on devrait avoir tous en soi, c'est-à-dire une quête en fin de Oui. compte, que de vivre dans un monde harmonieux, dans un monde où on s'en sent bien. Oui. Ça veut dire que voilà, il y a moins de heurts, on arrive toujours à trouver des solutions. Mhm. On a une sorte de recul et de lâcher prise sur les choses qui permettent d'être voilà, beaucoup plus dans la douceur. Mhm. Alors je suis quelqu'un quand même de très push, on me dit souvent que j'ai un fort drive, Oui. Ah oui, d'active. très active, mais tout ça, voilà, sans heurts, Oui. on peut vraiment driver sa vie, on peut vraiment faire des choses, mais tout en Oui. souplesse, je dirais, et faire en sorte que tout le monde, voilà, autour, soit fédéré, mais avec joie, et Oui. agisse avec Oui. plaisir. Et ça, je pense que c'est le plus gros des moteurs. Se faire plaisir, Oui. tout en créant Oui. des belles choses, en créant des choses utiles. Voilà, c'est la suprême des choses. Donc, Tout à fait, je suis assez d'accord avec vous. Alors, comme vous venez effectivement de le dire, vous aimez l'action. On peut même dire, ou en tout cas, moi, j'ai perçu en préparant ce podcast une âme d'entrepreneuse. Qu'est-ce qui vous stimule? alors, beaucoup de choses me stimulent. Ce qui me stimule en premier lieu vraiment, Oui. c'est de pas avoir de regrets. Mhm. Donc voilà, je trouve qu'il faut faire pour pas avoir de regrets. Oui. Penser, c'est très bien, mais ne faire que penser et pas agir, c'est dommage. Euh, Oui. Il y a un moment d'ailleurs, on est frustré quand on ouais, n'agit pas et que tout est dans la tête et qu'on passe pas à l'action et qu'on voit pas le résultat de ce qu'on a justement pensé ou imaginé, non? ouais. Donc moi, c'est ça mon premier moteur, c'est pas avoir de regrets, dire bon, voilà, je peux tomber, je peux échouer, mais je n'aurai pas le regret de pas avoir fait. Mhm.
Ça, je pense que, comme pour moi, tout échec est de toute façon une leçon également de vie Oui. et voilà, et plein de petits indices à tirer comme une pelote de fil de laine Mhm. sur ce qu'on doit faire de sa vie et ce qu'on ne doit plus faire et des réorientations. Donc l'inaction est pour moi voilà, assez insupportable. Donc ça, c'est mon premier moteur, vraiment agir pour pas avoir de regrets. Mhm. Deuxième moteur, c'est vraiment créer du lien. On en reparlera, je pense, après, mais voilà, énergétiquement, nous sommes tous liés. Absolument. Et donc, il faut un peu parfois dans sa vie accélérer cette compréhension du lien et faire des choses, parce que quand on fait des choses, Mhm. forcément, c'est des projets qui relient des personnes, qui attirent des personnes. Complètement. Et donc, c'est une sorte Oui. de toile d'araignée que l'on tisse. Et ça, c'est très vertueux et je trouve que c'est fabuleux parce qu'on fait toujours de nouvelles rencontres qui nourrissent. Mhm. Tout à fait, parce qu'on peut rien faire tout seul. Voilà, on ne peut rien faire que seul, qui nourrissent les premiers cercles qu'on a déjà constitués. Et donc, Oui. c'est une très belle chaîne. Donc, voilà, c'est vraiment ça, agir, créer du lien, partager, parce que voilà, penser des choses qui seraient bien à faire et puis pas les faire et puis pas les partager pendant que ça pourrait améliorer le quotidien de chacun, c'est dommage. Donc voilà, je pense que c'est ces trois dimensions-là. Il y en a plein d'autres, hein, mais Oui, oui. Et alors, plus concrètement, dans votre carrière, quelles ont été les actions dont vous êtes le plus fier, peut-être? dans ma carrière, donc professionnellement, Oui. alors je parlerai pas de produits là, hein. Moi, je parlerai parce que les produits c'est chouette, mais c'est toujours de toute façon une équipe. Je peux pas m'approprier le succès d'un produit seul, Mhm. même si on l'a imaginé. Oui. Donc je veux pas parler d'un produit parce que c'est voilà, c'est une équipe, c'est pas que moi. Donc je pense que ce qui est le plus beau en fin de compte, c'est quand on dit de moi que je suis une locomotive Oui. et que les personnes qui ont travaillé avec moi veulent toujours retravailler avec moi. Avant de s'intéresser en fait à la maison, vous vous êtes intéressé au corps, qui quelque part en fait est notre première maison, hein, qu'on le veuille ou non, en développant donc une gamme et des protocoles de soins pour Matisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un peu plus en détail cette aventure? Oui, alors Matisse, voilà, je l'ai rejoint dans les années 2013-2014. Donc, la marque venait d'être achetée hein, par un financier Mhm. auprès du fondateur. Ils étaient dans, je dirais, de virage à prendre. C'est-à-dire que on voyait bien déjà le déclin de l'activité des instituts de beauté et du soin visage, Oui. qui était Mhm. voilà grignoté par tout ce que les marques retail sortaient comme produits pour pouvoir à la maison, voilà, prendre soin de sa peau et faire des soins très efficaces aussi à domicile. Et puis, il y avait une montée en puissance énorme du spa. Oui. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment bien cette transformation du moment que voilà, les femmes d'avant prenaient sur soi pour aller, comme elle disait, chez l'esthéticienne, Oui. commençaient à bouger Hein. pour faire du soin corps et du soin corps plaisir, Oui. c'est-à-dire du massage, Mhm. de la détente, de la relaxation, etc. Donc il fallait vraiment que Matisse prenne cette dimension du spa, puisqu'ils étaient vraiment sur quelque chose de très Mhm. technique, répondre à des besoins avec du résultat, aussi bien pour le visage que pour le corps. Mhm. Donc j'ai apporté cette dimension Mhm. spa et le but était également, et ça c'est une démarche que j'ai reprise avec Ozo aussi, et ça a toujours été une démarche chez moi, c'est-à-dire que faut être conscient que quand on lance une innovation sur le marché, on n'est jamais seul. Il y a des acteurs qui sont forts, Oui. qui sont déjà là, qui ont des beaux produits, très Mhm. belle offre, et que quand on décide d'arriver sur le marché, il faut avoir une vraie proposition différenciante Oui. et vraiment apporter quelque chose d'autre. Oui. Une vraie valeur ajoutée. Et d'autant plus quand on est une marque avec des moyens de communication et de frappe Oui. pas colossaux, Non. il faut encore être beaucoup plus novateur. Oui. C'est vraiment cette démarche que j'ai eue avec Matisse, c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, on va arriver sur le monde du spa, mais il faut une offre forte, il faut une offre dont personne n'a vraiment pris à bras le corps les dimensions, c'est-à-dire Mhm. la dimension holistique, émotionnelle. Oui. Nous parlons de massage relaxant, nous parlons de massage dynamisant, mais allons jusqu'au bout de la démarche et offrons des soins qui soient émotionnellement complets. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je voulais vraiment toucher les cinq sens Mhm. et donc développer des soins, bien entendu, avec des produits qui soient
olfactivement agréable, Oui, travailler avec déjà les molécules de parfum qui permettent justement cette action relaxante, dynamisante, oui, etc. Donc avec un vrai travail d'aromathérapeute, si je puis dire, oui, quelque part, ou d'olfactothérapeute. ou d'olfactothérapeute, un travail dans la sensorialité par rapport Oui, à la galénique des produits, comment ils seront appliqués sur la peau, bien entendu le protocole du massage, oui, comment il va être perçu et ressenti par la personne, puis la dimension sonore et visuelle. oui, Alors sonore, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une musique, excusez-moi un peu du terme, mais un peu d'ascenseur oui, dans une c'est vrai. cabine comme on a souvent dans les spas, Oui, ou la fontaine qui fait glou 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 à la fin, voilà, on n'en peut plus de cette fontaine qui fonctionne, d'apporter vraiment une musique, travailler avec un musicothérapeute par ses d'accord. fréquences et une vraie action également Uhum, sur la oui, démarche du massage. Donc une action relaxante, mhm. une action dynamisante, etc. Oui, puisque la musique est vibration, elle vient apporter effectivement quelque chose. Exactement. Et pour finir, tout un protocole visuel avec des lampes spécifiques et un jeu de lampes et de lumière et de couleurs spécifiques Oui, pour justement compléter le massage dans la dimension dans laquelle on voulait qu'il soit, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus relaxant qu'un massage normal où il y a juste de la mm. gestuelle et de l'huile, beaucoup plus dynamisant, beaucoup plus repulpant, etc., etc. Donc là, c'était un travail en fait avec la colothérapie, la couleur, tout simplement. Voilà, la couleur et puis également aussi le rythme Mhm, de passage de couleur de la cabine, c'était comme en fin de compte une mélodie de lumière en fin de compte, mhm. un rythme aussi. La maison, donc, a aussi sa place dans votre parcours et d'ailleurs, vous vous êtes formé plus exactement au Feng Shui. Comment s'est fait cette rencontre avec le Feng Shui? Alors, la rencontre a s'est faite avec le Feng Shui au départ par des livres. Mhm, Euh, voilà, j'ai été guidée, je ne sais pas trop comment d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, un peu plus peut-être même, sur des... j'ai toujours été très très intéressée quand même par des livres sur oui, la dimension développement personnel. Et puis ça m'a amené donc sur le fait de oui, travailler dans sa maison d'une manière intelligente, je ne vais pas dire énergétique parce à l'époque c'était pas encore ce terme-là que j'utilisais. Et donc je commençais à lire des livres sur le feng shui. Je trouvais ça très très intéressant, très très audacieux même. Et j'ai voulu aller plus loin. Et j'ai voulu aller plus loin parce mhm, que je trouvais qu'en France le relais n'était pas du tout représentatif de ce que je pouvais lire sur des livres oui, étrangers et voir sur des livres asiatiques, voilà, issus oui, de cette pratique ancestrale dans ce monde voilà, qui leur est indispensable pour eux. oui, Et donc, à un moment de ma vie où j'étais j'étais dans un job, mais je dirais j'étais à la finale un petit peu intellectuelle de la mission, je m'ennuyais un petit peu, donc fallait que je me nourrisse d'autre chose. mhm, Et donc j'ai décidé, voilà, par plaisir, hein, comme d'autres se mettent à faire de la cuisine, de la peinture, des cours de danse, enfin je ne sais pas, à me former au feng shui. d'accord. Comme en France, voilà, je ne trouvais pas forcément l'enseignement des 4 écoles, Mhm, trouvé avec Alexandra Virag à Bruxelles. oui, Voilà, une vraie école qui formait pendant 1 an et demi sur toutes les dimensions du feng shui, avec voilà toute cette dimension aussi très historique et ancestrale qui est importante. oui. Et c'est ça qui m'a fait rentrer en fin de compte vraiment dans ce qu'on appelle le monde énergétique. Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que le Feng Shui, qu'est-ce que vous pensez que le Feng Shui vous a apporté tant, oui, à la fois personnellement que professionnellement? Alors personnellement, je dirais que ça m'a apporté la connaissance que tout est vibratoire. Oui, Donc là, ça a vraiment, là où j'ai pris vraiment conscience que nous étions vraiment tous liés, oui, tout ce qui est vivant était lié. Et puis, alors au niveau pratico-pratique dans ma maison, en fin de compte, je pratiquais déjà un feng shui instinctif. oui, mhm, Donc, j'ai pas eu grand changement à faire. Par contre, ça m'a donné professionnellement une vraie dimension émotionnelle. C'est-à-dire que je pratiquais du marketing, marketing stratégique, innovation depuis des années, mais ça m'a encore plus ouvert sur ce que j'appelle le marketing émotionnel. Donc, vraiment travailler ces dimensions-là pour compléter le marketing, je dirais, traditionnel. classique, oui. Mhm. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on fasse un petit stop, un instant, dans la culture amérindienne.
Donc, qu'est-ce qui vous touche dans cette culture amérindienne? Leur grande sagesse. Mhm. C'est-à-dire, je trouve qu'ils ont compris tout de suite l'objectif de leur vie sur Terre Oui, et ils font en sorte de faire leur vie avec vraiment, voilà, c'est toujours idée de parcours qu'ils doivent réaliser sur Terre sans s'éloigner des vraies valeurs qui les guident, c'est-à-dire le respect de la nature, être en harmonie avec la nature, vraiment être en interaction avec les éléments, avoir absolument pas de, je dirais, de tentation matérielle. Ils savent toujours rester mhm, voilà, dans un ancrage permanent. Et ils ont après les cérémonies pour se réancrer, pour reprendre cette voie qu'ils appellent la voie de la beauté et de la sagesse. Mais je trouve qu'ils ont voilà, une connaissance et je dirais un héritage qu'ils arrivent à transmettre comme ça de génération en génération qui est assez impressionnant. d'accord. C'est un des peuples pour moi bon, il y a d'autres peuples qui le font, mais je trouve que quand même ils sont très sages et c'est un vrai enseignement pour nous. Mhm, tout à fait. D'ailleurs, comment est-ce que vous les avez rencontrés pour la première fois? C'est un livre, ce sont des photos, c'est un film. Quel a été votre premier contact avec eux, d'une certaine façon? C'était en fin de compte des photos. Oui, C'était un des premiers livres de Curtis oui, tout à qui fait. fait des portraits d'Amérindiens incroyables. Oui, oui, Euh, absolument sublime. Sublime et je sais pas pourquoi. Alors là, je peux pas vous l'expliquer pourquoi j'ai toujours été attirée par les plumes, Oui, les coiffes d'Indiens. Les coiffes d'Indiens m'ont toujours fascinée. d'accord. Et donc, bien entendu, quand j'ai rencontré ce livre, voilà, il m'a fascinée et ça m'a permis de beaucoup plus connaître ce peuple en de, enfin, beaucoup plus profondément que Mhm, par leur apparence physique mhm. et voilà, et tout leur ornement physique. Et pour vraiment voir en fin de compte un peuple très profond. Quelle est la place de la maison dans leur culture? Alors, elle est assez importante parce qu'en fin de compte, alors ils en ont deux. Oui, Ils en ont deux maisons. En fin de compte, ils ont alors ce qu'on représente traditionnellement souvent quand on dessine des Indiens, hein, même les plus basiques des enfants quand ils dessinent un Indien, oui. il met un petit Mhm, tipi sur son dessin. Alors ça c'est beaucoup plus pour les Indiens nomades. Voilà, quand ils allaient mhm. chasser le bison, il fallait voilà qu'ils aient un logement. Mais je trouve que par rapport à d'autres peuples, déjà ils avaient cette dimension où même pour un court instant, il faut quand même être bien dans le lieu dans lequel on se ressource. Oui. Et après, et en même temps, je dirais, ils avaient vraiment voilà, une maison qu'ils ont construit, travaillé pour vraiment avoir un lieu de vie harmonieux Mhm, et de ressourcement et de partage, oui. qui est le Hogan. Donc, on écrit H-O-G-A-N ou H-2-O-G-H-A-N. Ça dépend, voilà, il s'écrit des deux façons. Et Oui. donc là, c'est en fin de compte une construction de pierre avec un sol en terre Mhm, battue, mais qui est construit d'une manière circulaire. Il voulait une seule pièce, avec des orientations oui. bien spécifiques. Et c'est là qu'on retrouve, ce qui est très drôle, chez les Amérindiens, déjà les mêmes orientations que dans la culture asiatique et les règles feng shui. Donc Elles c'est sont, comme quoi, enfin, oui, sont des règles universelles. tout est universel, exactement. Donc, ils voulaient un lieu avec au centre un feu qui représente le soleil. Mhm, Le toit de leur maison représente le ciel, dans la connexion avec le ciel. Les murs, pour eux, sont la représentation des montagnes ou des arbres, donc une vraie connexion encore avec la nature. absolument. Oui, elle est omniprésente en fait. Omniprésente. Voilà, c'est pour ça que je les admire aussi. C'est parce qu'ils ont fait tout le contraire de ce que nous, on a pu faire, Européens. Oui, oui, oui. Et peuple très industrialisé. C'est-à-dire que on a cru pouvoir maîtriser cette nature, être au-delà d'elle, Oui, oui. mais enfin, à stop, et c'est ce que je veux faire avec Ozo, c'est de dire, mais attendez, mais on a tout, elle nous Oui. présente tout, elle a tout en elle, Puis c'est immensément présomptueux de se dire qu'on peut être supérieur à la nature, d'où on vient. c'est ça. Et au lieu d'essayer de la détruire, au contraire, c'est notre meilleur allié, notre meilleur ami. Absolument. Oui, oui, complètement. Faisons corps ensemble. Et donc ça, les Amérindiens, ils l'ont Ah, totalement. depuis qu'ils sont nés, bébés, et jusqu'à la fin de leur vie. Donc leur maison, c'est réellement cette illustration. Et ils ont une dimension très spirituelle, parce que c'est un lieu sacré aussi pour eux. Elle est bénie par un chaman à la Oui. fin de la Mhm. construction. Et donc, ils sont vraiment
besoin de ce lieu pour faire face en famille à des épreuves, partager des bons moments, transmettre aux générations Ouais. ce qu'ils doivent transmettre. Donc c'est un vrai lieu de ressourcement et d'harmonie. Et c'est ça qui m'inspire vraiment parce que moi, c'est ma quête suprême avec Ozo. Mhm. C'est-à-dire créer des produits qui permettent Oui, oui, à oui. ma petite échelle, de commencer à recréer un vrai cocon chez soi, de l'harmonie chez soi. C'est notre meilleur lieu pour Absolument. reprendre l'oxygène, se ressourcer. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment cette aspiration amérindienne qui me guide. Pour écouter la suite de cette histoire passionnante sur les bougies Ozo, je vous donne rendez-vous mardi prochain. En attendant, sentez-vous bien.